Accès à la terre autonomisée, la femme serait-il le meilleur choix? Roch Akwenyinu et Ketura Boko ont réalisé pour nous ce reportage. On regarde d'abord. 80% de production agricole nationale pour une accessibilité de 5% à la terre, voilà la réalité des femmes agricoles au Bénin. Qu'elles soient culturelles, économiques ou sociales, les raisons de cette difficulté convergent vers l'inégalité entre hommes et femmes. C'est notre environnement socio-culturel qui est à la base de cela. Parce que, imaginez, quand on partage les terres, quand les parents, le papa qui est souvent propriétaire des terres, donne ses terres, il dit souvent je ne veux pas donner des terres ou je ne veux pas donner une maison à ma fille parce qu'elle sera la femme de quelqu'un. Tout dû d'abord à des facteurs culturels. Des facteurs culturels qui font que dans nos régions, les gens estiment que la femme ne doit pas hériter de la terre. Conséquence, le travail des femmes agricoles est fréquemment effectué sur des terres ne leur appartenant pas. Mais comment arrivent-elles à assurer une aussi grande production? Elles arrivent à effectuer ça parce que, par exemple, la région dont je peux vraiment parler, c'est le pays Adja. C'est une région, quand votre mari vous épouse, on vous offre un lopin de terre avec de la roue, avec le matériel de travail. Et donc souvent ces femmes travaillent pas sur la terre, pas sur leur terre qui est leur propriété, mais surtout sur la terre de leur mari. Imaginez que vous voulez produire et que vous n'avez pas la terre, vous êtes obligé d'aller louer les terres. Tous ces coûts impacteront votre coût de production, votre coût de revient. Donc du coup, votre produit ne sera pas compétitif sur le marché. Or, si la terre vous appartient, c'est un coût de moins, ou en tout cas, ce ne serait pas autant qu'un coût où vous allez louer la terre. Dans l'attente de la résolution de ce problème socio-culturel, des alternatives sont possibles. Si on permet un meilleur accès au prêt ou au crédit aux femmes, c'est sûr qu'elles auront plus de terres parce qu'elles pourront s'acheter des terres indépendamment des terres que leur mari leur accorderont ou pas. Les sensibiliser massivement sur les opportunités qu'offre le code pour leur accès à la terre et deuxièmement sensibiliser leur père pour qu'elles puissent faire la veille dans les groupements dans lesquels elles sont ensemble. Faciliter à la femme rurale l'accès à la terre, c'est accroître davantage les productions agricoles et partant booster l'économie nationale. Entre sensibilisation et résolution, il n'y a qu'un pas. Et entre ce reportage et notre plateau pour les 13 minutes d'échange, le fossé n'est pas grand aussi. Estelle Pazou, bonsoir à vous. Bonsoir Karama. La semaine démarre bien, j'espère. Très bien, chez vous? Pareil, ça va, merci beaucoup. Madame Sylvie Etonji Kadja, c'est bien ça, bonsoir. Bonsoir, vous Madame la journaliste. Expert en gestion foncière. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission et nous parlons d'autonomisation de la femme. Nous avons entendu, nous avons vu également dans cet élément vous prononcer sur la question et on va élargir un peu les échanges sur ce plateau. Estelle Pazou. Alors, on va d'abord commencer à rappeler pourquoi aujourd'hui il est si difficile à la femme d'avoir accès à la terre. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir. Effectivement, c'est difficile, je confirme que c'est difficile pour la femme d'avoir accès à la terre malgré les textes de loi en sa faveur. Mais c'est d'autant plus difficile qu'elle ne peut pas avoir le meilleur mode d'accès à la terre en Afrique en général et au Bénin en particulier, c'est par héritage. Et nos coutumes, nos cultures ne permettent pas à la femme d'avoir accès à la terre par héritage. Ensuite, elle peut également, on va se dire, mais ce n'est pas que l'héritage, elle peut également s'acheter la terre, donc elle peut avoir accès par achat. Mais le problème, c'est que les femmes n'ont pas accès au microcrédit, il y a des problèmes de financement, elles ont un faible revenu, donc ce n'est pas possible pour elles d'acheter la terre. Donc du coup, elles n'arrivent pas. Ensuite, elles peuvent également louer la terre, mais là également, il y a un problème, c'est qu'elle peut louer une terre et pendant qu'elle est en train de s'y investir, on la lui arrache et donc du coup, elle perd cet investissement. Et donc, tout cela fait que le problème d'accès à la terre des femmes demeure d'actualité. Alors aujourd'hui au Bénin, nous sommes plus de 10 millions d'habitants pour plus de 5 millions de femmes et nous avons 36% des ménages qui pratiquent l'agriculture. Et selon le tableau que nous allons voir tout à l'heure avec la complicité de notre réalisateur, seulement 80%, sur 80% d'hommes qui ont accès à la terre par héritage, seulement 2% de femmes y ont accès.
Et il y a aussi que à l'achat, 65% des hommes ont accès à la terre. Oui, voilà. Là, on voit le tableau pour les téléspectateurs qui et 15% des femmes ont accès à la terre par achat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce tableau-là? Oui, ce tableau traduit simplement la réalité. Et c'est ce que je disais déjà. Pour l'accès à l'héritage, nous avons la résistance des hommes à permettre aux femmes d'accéder à la terre, à partager la terre avec les femmes. Mais c'est parce qu'ils justifient cela par des raisons qui leur sont propres. Lesquelles, par exemple? Comme quoi, bon, la femme, quand on donne la terre à la femme, finalement, ça devient la propriété de son mari. Et donc, cette terre-là va sortir de son origine. Parce que, vous savez, en Afrique, la terre, c'est la communauté, la collectivité qui détient la terre. La terre n'est pas souvent un bien personnel. Donc, c'est la collectivité qui détient la terre. Et ils se disent... La résistance de ces hommes-là, la résistance de ces hommes à partager la terre avec les femmes s'explique par le fait que, bon, on donne la terre à la femme, elle va chez un mari, quand elle fait des enfants, finalement, ce sont des enfants qui hériteront de la terre, et ces enfants portent le nom du mari, et donc ils se disent, mais finalement, leur communauté va perdre la propriété sur cette terre-là, dont ils ne sont pas du tout d'accord. Deuxième chose, c'est qu'ils se disent, bon, même si on lui donne et elle exploite, le revenu qui va être sorti de cette terre-là, ce qu'elle va tirer de la terre comme revenu, fruit de son travail, elle peut également remettre ça à son mari pour pouvoir en disposer. Et donc finalement, que ce n'est pas directement la femme qui en profite, mais que c'est l'homme. Et donc à partir de là, il préfère garder la terre pour cette communauté-là. Mais dès que la femme n'a plus de mari, et elle revient à la maison chez elle, il n'y a pas de souci, elle a toujours de terre pour aller y travailler. Mais est-ce que le fait de refuser l'accès de la terre à la femme, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour l'agriculture? Bien sûr, c'est un manque à gagner pour l'agriculture parce que nous savons que les femmes, elles sont dans les travaux de reproduction, elles sont dans les travaux de production d'abord. Déjà, parce que même quand on fait la semis et tout, ce sont elles qui sont là à entretenir la terre jusqu'à ce que la récolte soit mûre, jusqu'à ce que ce qui est cultivé soit mûr et qu'on fasse la récolte. C'est elles qui font également la récolte. Deuxièmement, elles sont également dans les activités de transformation. Donc, quand on prend la récolte, la matière première, on peut transformer, par exemple, elle peut faire l'huile de palme, elle peut faire l'huile d'arachide, elle peut fabriquer du savon à partir de l'huile de palme. Donc, elles sont également dans les activités de transformation. Et donc, du coup, quand elles n'ont pas accès à la terre, ça ne peut qu'être un manque à gagner parce qu'elles n'ont pas la matière première essentielle qui est la terre pour pouvoir d'abord faire la production et non plus pour avoir de ressources premières, de matières premières pour servir aux activités de transformation. Et la réglementation en vigueur dans notre pays en matière de gestion foncière, est-ce que cette réglementation prend des dispositions pour faciliter aujourd'hui l'accès de la femme à la terre? Oui, nous avons plusieurs lois en faveur de la femme pour l'accès à la terre qui donnent des opportunités à la femme pour l'accès à la terre. Nous allons d'abord commencer par notre Constitution qui dit d'abord que les femmes et les hommes sont égaux en droit. Ensuite, nous tombons directement sur le Code des personnes et de la famille qui stipule qu'en matière de succession, les enfants, que ce soit filles ou garçons, ont les mêmes droits. Enfin, nous avons le Code foncier et domanial en son article 6 qui stipule que l'État et les collectivités territoriales doivent prendre des dispositions pour un accès équitable à la terre. Ils doivent prendre les dispositions pour que l'approche genre s'intègre dans l'accès aux ressources foncières. Voilà, citons, Estelle Pazou, si vous permettez, citons de dispositions quand même qui militent en faveur de l'accès facile à la terre par les femmes. Je m'excuse pour la formulation, mais qu'est-ce qui se passe si tant de réticence au sein de la société déjà entre le mari et la femme, l'homme qui ne veut pas que sa femme soit vraiment autonome, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, nous allons dire, il y a d'abord un problème de vulgarisation de nos lois. Parce qu'il ne suffit pas de voter et de promulguer une loi. Il faut déjà que ce soit ceux qui veulent appliquer la loi, que ce soit ceux qui veulent être bénéficiaires, qui aient d'abord l'information.
Donc, il est très essentiel que les lois soient vulgarisées. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les gens ont souvent une méconnaissance des lois. C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais toujours est-il que les activités de sensibilisation et de vulgarisation des lois, l'information, on doit poursuivre dans ce sens pour qu'il y ait d'abord l'information. Ensuite, il faut la formation. Parce qu'il ne suffit pas de dire il y a telle loi en faveur de la femme, il y a telle... Non, il faut également former des gens qui peuvent parler aux femmes. Et le reportage l'a dit, hein, je crois. Voilà, il faut également former des gens, ça peut être des femmes leaders par exemple, qui sont dans des groupements avec elles ou elles sont tout le temps ensemble. Il faut également les former, attirer leur attention sur le fait qu'il y a telles opportunités qui permettent d'avoir accès à la terre. Ensuite, nous avons la formalisation des droits d'usage. Parce que la femme qui ne peut pas acheter la terre, elle a la possibilité de louer la terre. Et donc, ces droits doivent être également formalisés sur la terre qu'elle loue par un contrat. Mais comment si une femme décide aujourd'hui de formaliser un droit d'usage à la terre, comment est-ce qu'elle peut faire? Quelle est la démarche? Les démarches, voilà. Nous avons les structures de... Aujourd'hui, la loi sur le code foncier et domanial a créé des structures de gestion foncière, que ce soit au niveau des villages qu'au niveau communal. Donc, nous avons les sessions villageoises de gestion foncière qui sont au niveau des villages. Donc, lorsque la femme veut louer la terre et formaliser ses droits aujourd'hui, elle doit se rapprocher des structures des sessions villageoises de gestion foncière dans sa localité et à partir de là, ils vont lui dire la démarche à suivre et ces structures sont là, ils ont des dispositifs pour pouvoir faciliter l'accès à cette formalisation. Et est-ce qu'au niveau des communes, il ne faudrait pas aujourd'hui intégrer l'accès des femmes au foncier comme indicateur de performance? Oui, et justement, la loi l'a prévu. Par exemple, dans l'installation des organes de gestion foncière, nous avons 2 organes de gestion foncière, comme je le disais tantôt, les SVGF, Sessions villageoises de gestion foncière, et les commissions de gestion foncière au niveau de la commune. Sur 13 membres au niveau de la commission de gestion foncière, la loi impose qu'il y ait au moins une femme. Ensuite, au niveau de la commission a 13 membres, la session villageoise a 11 membres. Sur les 11 membres, la loi impose qu'il y ait une femme qui intègre cet organe-là, parce que c'est l'organe de décision, c'est l'organe de suivi du foncier au niveau du village et au niveau de la commune. Ce qui fait que si nous travaillons bien, si les femmes sont bien sensibilisées, lors de l'installation de ces organes-là, on peut travailler à ce que plus de femmes, on a dit au moins une, pourquoi pas avoir 3, 4, 5, et lutter également que finalement elles se retrouvent aussi dans l'organe exécutif de ces organes de gestion foncière. Et ainsi, elles peuvent mieux avoir l'information en temps réel et mieux communiquer avec les autres femmes. Alors, je finirai par rappeler que la FAO table sur une hausse de 20 à 30% de la productivité si on permettait un accès sécurisé à la femme dans les pays en voie de développement. C'est pour vous dire, comme le Bénin. Comme le Bénin, exactement. C'est pour vous dire toute l'importance que la femme a dans le monde agricole. Merci beaucoup, Madame Sylvie Yeton-Dikadia, d'être passée sur le plateau du monde agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Merci aussi à vous, Estelle. Chers amis téléspectateurs, voilà qui referme le monde agricole de ce lundi. On retient qu'il est nécessaire vraiment de donner à la femme le minimum qu'il faut pour un accès libre donc à la terre, une agriculture sans la femme, impossible de l'imaginer.